Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va échanger avec Thibaut sur le cycle d'adoption du Bitcoin, essayer de savoir au final si on est encore early adopter, donc est-ce qu'on est très tôt dans l'adoption de cette technologie, ou si au final, comme ça a été créé il y a 13 ans, est-ce qu'on est plutôt en train de prendre le train en marche et avec un cycle d'adoption qui est plutôt avancé. Voilà, donc c'est pour échanger avec lui sur nos points de vue là-dessus. Peut-être si tu veux commencer, Thibaut, il me semble que tu avais quelques chiffres en tête Ouais, pour poser les bases un petit peu de voilà, où on en est avec des données un peu chiffrées. ouais, pas de souci. Donc aujourd'hui, vous savez que pour Bitcoin, Ether, etc., c'est des blockchains qui sont transparentes. Donc on est capable aujourd'hui, avec des outils d'analyse blockchain, de pouvoir étudier le nombre d'utilisateurs aujourd'hui de ces nouvelles technologies, notamment avec le nombre de wallets, etc. Et bon, il y a pas mal de chiffres qu'on est capable de retrouver sur Internet. Les derniers que j'ai pu voir, c'est qu'aujourd'hui, alors en fonction des études, ça dépend, et puis au moment où vous allez voir cette vidéo, ça aura sans doute un peu changé. La dernière fois que j'avais regardé, on était à peu près entre 250 millions d'utilisateurs, entre 230 et 250 millions d'utilisateurs pour le Bitcoin. Si on essaye de faire un parallèle avec les utilisateurs d'Internet, on se rend compte qu'on est plutôt entre l'année 1997-1998. À cette époque-là, vous pourrez trouver les chiffres sur Internet, vous étiez entre 200 millions jusqu'à 250 millions d'utilisateurs. Donc on peut se situer à peu près sur ces niveaux-là aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette vidéo, bien évidemment. Donc après, la question à se poser, c'est est-ce que entre 97, 98, Internet, on en était encore qu'au tout début, ou est-ce qu'on en était plutôt à la fin? Aujourd'hui, avec le recul, on se dit, au final, oui, on en était encore qu'au tout début. Il y avait plein d'innovations qui n'avaient pas encore eu lieu. Donc, aujourd'hui, on se situerait plutôt là-dessus. Après, il faut faire attention parce que c'est juste par rapport en termes du nombre d'utilisateurs. Et je pense qu'on va débattre là-dessus sur où est-ce qu'on se situe réellement. Là, je vous donne quand même juste quelques chiffres. Après, on se rend compte aussi que la croissance du Bitcoin est nettement plus rapide que celle d'Internet, parce que aujourd'hui, Internet est déjà présent, les canaux de communication sont déjà implantés, donc c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'entendre parler du Bitcoin que d'entendre parler d'Internet quand Internet n'existait pas ou quand c'en était encore qu'au tout début. Donc c'est pour ça que la progression, grâce au progrès de la communication, etc., aujourd'hui, la croissance du Bitcoin est nettement plus rapide. Et on estime, selon les études, encore une fois que j'ai lues, que sur les 4 prochaines années, on devrait atteindre les 1 milliard d'utilisateurs sur le réseau Bitcoin. Et si on considère, pareil, la correspondance qui pourrait exister entre le nombre d'utilisateurs sur Bitcoin et celui qu'on pourrait avoir, qu'on a eu pour Internet, 1 milliard d'utilisateurs, c'est l'équivalent de 2005 pour Internet. Donc on peut se reposer la question, est-ce que dans 4 ans, ça sera encore trop tard pour investir? Où est-ce qu'on se situerait dans le schéma d'adoption? Voilà, 1 milliard d'utilisateurs, c'est l'équivalent de 2005 en termes de nombre d'utilisateurs, encore une fois, pour Internet. Je vous laisse être juge. Est-ce que 2005, c'était trop tard? Bon, la réponse, je pense qu'on l'a encore. Hein. Il y a eu plein d'innovations qui ont été faites, mais la majorité des gains ont, selon moi, déjà été faits parce que ceux qui ont investi en 97, 98, 99, en tout cas avant les années 2000, il y a eu des choses quand même très intéressantes qui ont été faites. Mais néanmoins, il y a quand même eu plein d'innovations et plein de choses à faire, même après 2005. Après, on peut aussi, si vous analysez la croissance et l'émergence des nouvelles technologies, souvent, ça va suivre une courbe en S. Et puis, si vous renversez cette courbe en S, vous êtes capable d'avoir en fait une courbe de Gauss. Donc pour ceux qui ont fait un peu de statistiques et de mathématiques, ça vous permet de voir en fait, en fonction du pourcentage de personnes qui vont adopter une nouvelle technologie, on est capable de dire si on se situe plus en termes au niveau des innovateurs, des early adopteurs, des adopteurs plutôt tardifs ou des retardataires. Et en l'occurrence, alors après les chiffres, ça dépend un petit peu des études, mais en général, on considère que quand on est en deçà des 2,5%, on se situe plutôt dans le niveau des innovateurs. Et après, au-delà de 2,5%, on se situe plutôt dans le concept des early adopters. Et les études que j'ai trouvées aujourd'hui, en termes de nombre d'utilisateurs, on se situerait entre 1,3 et 1,7% de la population mondiale qui utiliserait le Bitcoin. Encore une fois, alors quand on dit qu'on l'utilise, c'est qu'il détiendrait en fait un portefeuille Bitcoin. Donc, avec entre 1,3 et 1,7% de la population, est-ce qu'aujourd'hui, on serait considéré comme étant des early adopters? Si on prend les chiffres, on serait même considéré comme étant des innovateurs.
Après, voilà, je suis pas convaincu qu'aujourd'hui, au stade actuel, avec le Salvador qui a, on va dire, qui a placé Bitcoin comme étant une monnaie légale chez eux, avec des entreprises comme Tesla, comme MicroStrategy qui ont investi directement leur trésorerie, une bonne partie de leur trésorerie sur le Bitcoin. Je suis pas persuadé qu'on soit encore dans le côté des innovateurs. Voilà. Donc, pour moi, ces chiffres, ils sont pas non plus à prendre au pied de la lettre, parce qu'ils font une correspondance avec les utilisateurs d'Internet, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose non plus, quoi. Oui, d'Internet ou moi, ce que je reprocherais peut-être un peu à ces chiffres, après, c'est très intéressant de s'y intéresser parce qu'effectivement, c'est une nouvelle technologie. Bitcoin, même dans le cycle des apparitions des nouvelles technologies qui existent aussi, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. C'est une innovation où on passe de 0 à 1, c'est-à-dire comme Internet, qui est peut-être un peu différent parce que c'est la continuation du cycle des innovations de la communication, de la télécommunication. Mais Bitcoin, pour le coup, c'est vraiment une innovation de 0 à 1, c'est-à-dire on avait la technologie blockchain n'existe pas. Et voilà, il y a un jour, le code a été publié. Satoshi Nakamoto, voilà, sur des forums spécialisés, a lancé ça. Il y a eu le 1 qui a été créé. Et après, bon, il y a eu d'autres projets, des évolutions, et c'est amené à se développer. Mais c'est vraiment une innovation sur quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et du coup, on peut peut-être aussi se demander si cette technologie, ça a la même vocation à être adoptée plus dans les proportions qu'a eu Internet, ou par exemple la télévision, les réfrigérateurs, où là, c'est vrai que bon, tout le monde peut avoir envie, où il n'y a pas forcément de limitation de la part des États à vouloir que les gens adoptent cette technologie. Donc du coup, il n'y a pas eu forcément de frein autre que voilà l'infrastructure, les coûts ou plein de choses comme ça. Mais moi, c'est plus aussi sur le côté, est-ce que ça a vraiment une vocation à être utilisé par autant de personnes qu'Internet, ou au final, est-ce qu'il n'y aura pas des restrictions qui seront mises en place? Est-ce qu'il y aura pas, ou est-ce qu'il n'y a pas, encore aujourd'hui, à mon sens, il y a une grosse barrière à l'entrée pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de contenu qui est en anglais. La technologie, même si ça s'est beaucoup simplifié, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le fait de rendre ça plus accessible, plus facile pour les gens qui sont pas forcément nés avec l'informatique, ou qui n'ont pas forcément des grosses connaissances sur la sécurité, qui sont pas très très formés pour avoir un onboarding des utilisateurs, ou vers cette technologie qui soit le plus fluide possible. Mais pour l'instant, il y a encore pas mal de barrières, comme j'ai dit, à l'entrée. Et aussi, je vois des barrières à l'entrée technologique, mais aussi réglementaires, qui sont pas forcément encore très présente, par exemple en France, mais où dans d'autres pays, c'est carrément, voilà, c'est interdit d'investir sur ces types d'actifs, alors que c'est des pays qui n'ont pas eu de souci à adopter Internet, par exemple, où ils ont, même s'il y a des restrictions, peut-être avec des firewalls, je pense en Chine, voilà, où ils ont des restrictions sur Internet, mais ils n'ont pas mis en place des restrictions aussi importantes à l'adoption d'Internet que ce qu'ils ont fait, par exemple, avec le Bitcoin, où c'était un jour, on pousse un peu à installer des mineurs auprès des barrages pour couper l'électricité. Après, on se rend compte que ça ne nous intéresse plus. On bannit. Après, on réautorise. Enfin, c'est une démarche qui est pas forcément claire, mais avec une méfiance et des règles et des restrictions très importantes qui sont imposées aux entreprises et aux citoyens sur l'adoption de cette technologie. Et voilà, il y a d'autres exemples aussi dans le monde où c'était banni, sur le Nigeria. Même il y a des pays qui s'amusent ou qui essayent d'interdire. Après, ils font marche arrière parce qu'ils se rendent compte que ça marche pas. Et le fait d'interdire, au final, ça incite plus les gens à aller dessus qu'autre chose. Et du coup, moi, je suis d'accord que les chiffres sont intéressants sur le fait qu'au final, il n'y a pas encore à l'échelle mondiale beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Mais c'est vrai que de comparer ça à l'adoption d'Internet, ça me paraît voilà, faut pas forcément baser les espérances pour le futur sur ce narratif-là, parce qu'au final, je pense qu'il y a pas forcément des similarités qui sont exactes, on peut pas dire que ça va se passer exactement comme pour Internet, et le fait qu'il y a 250 millions d'utilisateurs aujourd'hui, on va suivre la même croissance et même plus rapide qu'Internet, avec l'action sur le prix qui va suivre, évidemment, parce que si on double, triple, quadruple les utilisateurs, ça veut dire que c'est autant de personnes nouvelles qui rentrent sur un actif, qui n'ont pas de position, donc ils vont devoir acheter, et donc il y aura forcément des actions sur le prix, et plutôt à la hausse pour le coup dans ce cas-là, même s'il y a des cycles, s'il y a des baisses, mais on pourrait peut-être s'attendre à un palier du prix du prix plus bas qui augmente du fait qu'il y a plus de gens, et du coup on stabilise le prix le plus bas de plus en plus haut au fur et à mesure du temps. Mais
Ouais, alors tu vois, Tu vois, moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une grosse barrière à l'entrée, même si, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui d'utiliser les crypto-monnaies que ça avait pu l'être il y a 10 ans en arrière. Un peu comme internet, hein. Au début, utiliser internet, c'était la croix et la bannière. Pour les premiers qui avaient utilisé, des modems pour envoyer des emails, si on leur avait dit qu'au final, à la fin, juste en cliquant sur un bouton, on pouvait envoyer un email, ils auraient rigolé, quoi. C'était juste inconcevable avant. Et en quoi on pouvait s'imaginer à quoi pourrait ressembler Internet, alors que rien que pour envoyer un email, c'était la croix et la bannière. Si on nous avait dit qu'on pourrait acheter tout ce qu'on souhaite aujourd'hui sur Internet, qu'on pourrait regarder des vidéos en streaming sans aucune restriction, enfin, c'était impossible de l'imaginer auparavant, et pour autant, ça a été possible. Donc pour moi, le frein à la technologie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des opportunités. S'il n'y a plus aucun frein en fait en termes d'adoption, bon bah voilà, on l'a vu par exemple avec des entreprises comme Shopify. Avant, créer un site web, le concept même de dropshipping, de prendre des produits qui sont pas chers à l'étranger, de les remettre sur son site pour les revendre, enfin c'est le b.a.-ba en fait du commerce. Ce qui a permis de faire Shopify, c'est d'enlever la barrière d'entrée pour la création et le développement de sites web, notamment le développement de sites e-commerce. Avant, c'était une barrière qui était importante parce qu'il fallait faire un peu de programmation. Pour ceux qui ont utilisé WordPress, c'était compliqué. Et au moment où ils ont brisé en fait cette barrière d'entrée, il y a eu énormément de personnes qui se sont lancées dans le dropshipping jusqu'à finalement à un moment donné saturer le marché. Et je pense que c'est un peu ce qu'on voit aussi, tu vois, dans une plus grande mesure avec les cryptos. C'est-à-dire qu'avant, on était dans un schéma d'adoption où la seule plateforme sur laquelle on pouvait acheter du Bitcoin, c'était MTGOX, Mt. Gox, du coup pour les plus anciens. Et bon, après, cette plateforme s'est fait hacker. Donc, protéger ses clés privées, c'était absolument pas quelque chose de très connu à l'époque. Ledger, je sais plus à partir de quand ça a été un produit qui a été disponible, mais ça reste quand même très récent, en tout cas dans l'histoire des crypto-monnaies. Donc oui, aujourd'hui, expliquer à nos grands-parents ou même à nos parents ou à des personnes qui sont pas trop dans l'informatique comment acheter des crypto-monnaies sur Kraken, les envoyer sur une Ledger, faire attention aux clés publiques, clés privées, c'est compliqué. Nous qui sommes dedans depuis maintenant pas mal de temps, on sait comment ça marche, il n'y a pas de souci. Mais je pense que cette barrière d'entrée, c'est aussi une opportunité pour beaucoup de gens qui s'intéressent, tu vois, parce que voilà, du moment où tu brises cette barrière d'entrée, tu as tout un tas de nouvelles personnes qui vont arriver dessus, et il y a beaucoup d'évolutions qui sont faites par rapport à ça. Tu vois l'interface de Coinbase, aujourd'hui, pour acheter des crypto-monnaies, pour monsieur et madame tout le monde, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple que si on souhaite aujourd'hui acheter des crypto-monnaies, j'en sais rien, moi sur Binance par exemple, en utilisant l'onglet trading à proprement parler, où tu as des courbes, tu as les carnets d'ordre, etc. C'est quand même un peu plus difficile, tu vois. Après, là où je mitigerais un petit peu ce que tu as dit, c'est que tu vois pas autant de personnes utiliser Bitcoin, ou que ça n'a pas pour vocation à être utilisé d'un point de vue mondial. Moi, je pense que quand on comprend les valeurs de Bitcoin, encore une fois, décentralisation, résistance à la censure, avoir une politique monétaire qui est connue, etc., je pense que chaque individu, à partir du moment où il comprend ces valeurs-là, a un intérêt d'en détenir. Est-ce que ça veut dire que tout le monde comprendra ces intérêts et est-ce que tout le monde en aura? J'en suis pas persuadé, mais je pense que tout le monde, c'est quelque chose qui, à la base, peut répondre aux besoins de l'ensemble des êtres humains sur la planète Terre, pour le coup, parce que ça permet d'avoir une souveraineté plus importante, d'avoir plus de choix, plus de libre arbitre, posséder son propre argent. Et on sait que l'argent, c'est la base de tout. Si on ne peut pas contrôler notre argent, en fait, on n'a aucune liberté et on n'a que des restrictions. Ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a un intérêt, justement, à voir tout ça. Après, là où j'émets un doute, quand même, et là où certains bitcoins maximalistes poussent le schéma narratif beaucoup plus loin, c'est de dire, vu que l'étalon or a échoué, avec Richard Nixon qui a arrêté la convertibilité notamment du dollar en or en 1971, ça a mis la fin en fait et ça a permis de mettre en avant l'échec de cet étalon or. Les gold bugs, donc ceux qui sont plus dans le côté métaux précieux, pensent qu'on va revenir à une certaine utilisation de l'or comme étant une réserve de valeur et puis on va repasser sur un nouvel étalon or. Ceux qui sont Bitcoin maximalistes pensent à un phénomène d'hyper-bitcoinisation en pensant que, vu que l'or et les métaux précieux, en tout cas l'étalon or, a prouvé son échec dans l'histoire, on passerait sur un autre type d'étalon, et notamment l'étalon Bitcoin, avec des banques centrales qui achèteraient finalement du Bitcoin, ou les réserves mondiales
les réserves de valeur et tout en fait serait calibré par rapport aux réserves de Bitcoin. C'est un scénario, encore une fois, qui peut être possible. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai du mal, là, pour le coup, à l'entrevoir, tu vois. Je peux comprendre que certaines entreprises en aient, je peux comprendre que des particuliers en aient, je peux comprendre que certains gouvernements en aient parce qu'aujourd'hui, ils sont pieds et mains liés avec notamment la réserve de valeur mondiale aujourd'hui qui est le dollar, hein, pour le coup. Donc je peux comprendre que ces gens-là aujourd'hui qui sont un peu bridés par la possession du dollar souhaitent s'en extirper d'une certaine manière, et le Bitcoin ça peut être une alternative, mais je suis pas convaincu aujourd'hui, en tout cas à court terme, même à moyen terme, de voir des banques centrales qui utilisent leur argent ou qui impriment de l'argent directement pour aller l'insuffler sur le Bitcoin pour avoir des réserves. Voilà. Après on voit qu'il y a quand même des enjeux géopolitiques qui commencent à se mettre en place, avec certains pays qui vont légaliser, par exemple, et faire en sorte de déployer beaucoup plus les infrastructures de minage, d'autres qui vont renfermer un peu plus leur pouvoir dessus. Et tout à l'heure, tu as parlé du bannissement du Bitcoin, par exemple, en Chine. Tu me corriges si je me trompe, mais pour moi, ils ont banni le minage, ils n'ont pas banni l'utilisation de Bitcoin, à proprement parler, la détention ou autre chose. Ils ont banni le minage. C'est pour ça que les mineurs sont partis à l'étranger, mais la résilience de Bitcoin a fait que finalement, voilà, ça n'a pas forcément changé grand-chose. Les mineurs sont allés dans des pays à côté et voilà, le hash rate il est remonté, il n'y a pas eu plus de problèmes que ça. Donc, tu vois, je m'interroge. Je pense aussi qu'au niveau mondial, il y a un arbitrage qui se fera. Il y aura forcément des pays qui auront beaucoup à perdre et d'autres qui auront beaucoup à gagner de ces nouvelles technologies. Et puis, voilà, après, les capitaux, les emplois, les gens iront là où il y a des opportunités. Et je ne suis pas convaincu qu'il y aura un consensus au niveau global et au niveau mondial sur l'utilisation et l'adoption du Bitcoin. Il y aura forcément certains qui mettront des barrières, qui diront non, nous on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas. Et vu que c'est encore une fois une plateforme, hein, c'est une plateforme de confiance auquel chaque personne peut participer pour protéger, envoyer et sécuriser de la valeur. Derrière, s'il y a un ou plusieurs pays qui décident de mettre des remparts autour de chez eux qui seront des remparts virtuels parce qu'en réalité ça n'existe pas, il y aura d'autres pays qui diront non, venez chez nous, nous on va adopter ces nouvelles technologies, ce qui fera de l'emploi, ce qui fera des capitaux chez eux, de l'investissement, etc., etc. Et donc derrière, il y aura peut-être un changement radical au niveau de l'économie de ces pays, quoi. Oui, mais tout à fait. Après, moi, pour venir mitiger aussi, je pense réellement que c'est une vocation d'être adopté et déployé au niveau mondial. C'est juste pas forcément dans les mêmes proportions d'Internet, parce que l'utilité, voilà, c'est de Bitcoin concrètement, utilité maintenant qui est plus, plus sur le thème réserve de valeur et échange de valeur de manière centralisée. Après, voilà, Internet, ça permet, il y a beaucoup plus d'applications, donc plus pour l'aspect, voilà, les proportions, moi je suis pas sûr que ça se fasse dans les mêmes proportions qu'Internet. Par contre, une adoption au niveau mondial par beaucoup plus de personnes, ça, tout à fait. Et après, pour en revenir sur le thème des banques centrales, je pense qu'on est tous ceux qui s'intéressent un petit peu au Bitcoin, ils ont tous entendu cette théorie, voilà, de rebaser le système monétaire mondial sur le Bitcoin. Moi, je le vois pas du tout arriver non plus, je suis un peu comme toi, parce que les banques centrales, il faut que l'on sache où, voilà, clairement, les banques centrales des principales puissances mondiales n'ont pas de réserve de Bitcoin, ne sont pas investies dans cette classe d'actifs. Donc, du coup, je vois mal comment elles pourraient se mettre d'accord tous ensemble et rebaser un système monétaire sur un actif qu'elles ne possèdent pas déjà. Donc, ça serait un peu suicidaire. Après, certains disent que ça serait un peu comme les chaises musicales, tu vois. Tu veux pas être le premier à t'asseoir, mais tu veux surtout pas être le dernier. Et du coup, c'est un peu ce qu'on voit avec les dominos qui sont en train de tomber. La première entreprise, tu vois, MicroStrategy qui a commencé à investir sur le Bitcoin. Là, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à s'y intéresser. Oui, le premier pays, le Salvador, qui dit nous, on va y aller. Et puis là, tu as d'autres pays qui commencent à se dire ouais, tiens, ça... Ils regardent de loin en fait ce qui se passe chez eux. Et aujourd'hui, on se rend compte que les retombées économiques, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent en termes de tourisme, etc. Donc, ils sont en train de gagner quand même pas mal de notoriété par rapport à ça. Et beaucoup de personnes qui pensaient que ça allait être un gros flop, c'est peut-être pas autant un flop que ce qu'on aurait pu penser. Donc, il y a plein de pays qui commencent à réfléchir à ça. Et tu vois, je pense qu'après, il y a une accélération. Si demain, tu as des gros pays comme, et encore une fois, c'est de l'hypothétique, mais imagine que demain, tu es la Banque centrale de Russie qui dit nous, on achète du Bitcoin. Je ne suis pas persuadé que la Chine ou les États-Unis se disent nous, on va rien faire. Tu vois. Je pense qu'à un moment donné, au départ, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, Et puis, dès qu'il y en a un qui fait un pas,
bah, ça s'accélère en fait. Et ça peut aller très très vite, très très loin. Et après, je suis comme toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois pas à l'heure actuelle, peut-être dans plusieurs années, mais je vois pas à l'heure actuelle des banques centrales dire allez, je place mes réserves sur du Bitcoin. Je pense que c'est trop tôt, quoi. Non, mais après, c'est tout à fait possible. C'est une possibilité. Après, la probabilité que ça arrive, moi, je la vois très basse, mais pour ce qu'on vient de parler, c'est juste qu'ils en ont pas et ils n'ont pas intérêt à l'adopter non plus, dans le sens où pourquoi ils ont ça, ils se sont partis de l'État longtemps, les États-Unis, parce qu'ils se sont rendus compte que d'avoir un ratio, même pas forcément de convertibilité au comptoir, mais juste d'avoir un ratio quelque part entre sa masse monétaire et ses réserves d'or, au final, ça les limitait dans leur capacité de faire de l'inflation, d'imprimer beaucoup plus de monnaie que ce qu'ils avaient en réserve. Et du coup, ils ont préféré baser tout le système monétaire mondial. Ils ont réussi à faire passer le coût de tout se baser sur le dollar. Et du coup, ils ont acquis un pouvoir énorme par rapport à ça. Et donc, par exemple, les États-Unis, tant qu'ils auront le dollar qui est la première réserve de monnaie mondiale, je les vois mal passer sur les talons Bitcoin, justement, de par le fait que d'établir un ratio entre ces réserves de Bitcoin et sa masse monétaire, ça les limitera dans la capacité d'imprimer encore plus d'argent et du fait aussi de la propriété même de Bitcoin, d'en avoir 21 millions au total, et avec la plupart des Bitcoins qui ont déjà été minés, et pour autant qu'on sache qu'ils sont entre des mains privées, donc principalement des whales early adopters qui ont gardé leur bac, ou maintenant voilà, des entreprises privées, des institutionnels qui rentrent à coût de plusieurs milliards. Il me semble qu'il y a la majorité, un peu plus de la moitié qui est détenue des Bitcoins en circulation, non, qui sont holdés par un peu moins de 1000 adresses. Je sais pas si tu peux confirmer la... Faudrait regarder sur BitInfoChart, mais j'ai plus les chiffres en tête. Je pense que c'est faudrait que je te de cet retrouve. ordre-là, voilà, au final, il y a, voilà. Je vais regarder en même temps que tu continues. Ok, Je ça vais marche. regarder. Moi, pour avoir le données précis, ça peut être intéressant, mais bon, c'est quand même très concentré dans des mains privées. Du coup, je vois mal des États et des banques centrales qui sont pas, pour l'instant, impliqués dans cette technologie, qui n'ont pas des bagues, qui ont même des intérêts contraires à son adoption, mais l'adopter justement, moi je les vois plus pêcher sur le court et moyen terme, mais leur CBDC, leur crypto devise d'État, où là par contre pour le coup ça leur permettra d'avoir autant d'inflation qu'ils veulent, et en plus de pouvoir contrôler d'autres paramètres par rapport à la monnaie, comme la vélocité, voilà, inciter les gens à dépenser leur argent pour booster l'économie à travers la programmation de la monnaie. Et là, du coup, adopter et pousser ce genre de crypto, juste passer leur devise sur une monnaie programmable numérique, donc ça peut être pas forcément crypto au sens où on l'entend nous, mais pour le coup, je le vois plus adopter à court terme ce genre de pratique plutôt que le BTC. Ouais, bah là, du coup, j'ai sorti les chiffres. Je sais pas Ouais. si tu vois l'écran. Ouais, bah en gros, donc c'est ce qui est marqué ici. On voit qu'il y a plus de 60% aujourd'hui. C'est quoi? C'était tac. Tu vois là, non, c'est pas 60%. Tu as un peu moins de 2300 adresses là qui détiennent. Faudrait faire le calcul, mais ouais, plus de 40% aujourd'hui des bitcoins. Et tu vois, si tu vas là, tu as 13 000 13 000. adresses qui détiennent à 60% pardon, Voilà. Tu as de tous les bitcoins. un peu plus de 13 000 adresses qui détiennent 60% des bitcoins, mais attention, parce que c'est des adresses, et derrière ces chiffres, bon, faut les prendre avec des pincettes, parce que dans les adresses, quand tu regardes, derrière, tu as des wallets qui appartiennent à des plateformes d'échange, par exemple Binance, Bitfinex, voilà, là, après, tu en as d'autres, encore Binance, OKEx, etc., qui représentent quand même une grosse majorité de ce qu'on a, et il y a des adresses qui sont pas forcément connues, par exemple, tout ce qui est vente OTC, pour Grayscale, etc. Voilà, c'est des entités qui détiennent beaucoup de Bitcoin, et pour autant, aujourd'hui, on n'a pas labellisé. Enfin, je les ai pas retrouvés là-dessus, quoi. Ça n'a pas été labellisé comme les plateformes d'échange. Ouais, mais après, ça m'étonnerait que les États utilisent un compte Binance pour investir sur les crypto-monnaies. Ah non, non, mais ils Clairement, achètent OTC. Non, non, mais ils achètent OTC. C'est pas, ils vont pas créer un compte sur Kraken avec leur carte d'identité. Non, non. c'est pour ça, non, je pense, voilà, moi, c'est ma vision des choses. Après, je peux peut-être me tromper, mais bon, voilà, c'est par rapport à l'étalon Bitcoin. Voilà. Moi, Bah, j'aimais. l'idée de base est intéressante. C'est vrai que c'est rêveur, et on a envie d'y croire. Et c'est vrai qu'il y a plein de propriétés qui font que Bitcoin aujourd'hui pourrait devenir la couche de base pour, on va dire, noter la valeur de tous les actifs, pour le coup.
Parce que là, on serait capable, ça ne serait pas labellisé en dollars, euros, etc. Ça serait labellisé directement en Bitcoin. Et puis après, et même les devises, après, auraient leur ratio par rapport à du Bitcoin. C'est ça la théorie de l'étalon Bitcoin. C'est que tout serait labellisé par rapport à du Bitcoin. Et donc derrière, après, on verrait tout de suite que si les monnaies fiduciaires comme aujourd'hui perdent énormément de valeur, on verrait tout de suite celles qui perdent plus de valeur par rapport aux autres. Là, on s'en rencontre avec notamment le dollar et la parité euro-dollar, et plus récemment la parité, je crois que c'est la livre sterling avec le dollar qui a perdu quand même pas mal en termes de ratio par rapport à quelques mois en arrière. Donc le dollar, même si toutes les devises aujourd'hui perdent énormément en termes de valeur et de pouvoir d'achat à cause de l'impression monétaire, il y a des devises qui perdent moins de valeur que les autres. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur les graphiques. Et selon la théorie de l'étalon Bitcoin, on aurait toutes les devises, tout qui serait calibré par rapport au Bitcoin. Et l'idée, ça serait de ne pas pouvoir imprimer plus d'argent que ce qu'on aurait en réserve par rapport à Bitcoin. Et ça serait totalement transparent aussi. C'est-à-dire qu'on serait capable de voir, grâce à une blockchain transparente, ça c'est le portefeuille des réserves des Américains, ça c'est les réserves des Chinois, ça c'est les réserves de la Russie. Et ça me pose des gros soucis aussi en termes d'utilisation, parce que ce qui a fait qu'aujourd'hui que l'étalon or a duré aussi longtemps, il faut revenir un peu dans l'histoire avec la Seconde Guerre mondiale notamment, mais les réserves d'or, on passe les détails, mais c'est parti aux États-Unis parce qu'on utilisait des ressources de chez eux, et puis eux ils acceptaient de l'or. Donc toutes nos réserves, nous, d'or, c'est parti chez eux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est eux qui avaient les plus grosses réserves en or. C'est eux qui avaient du coup la monnaie la plus forte pour le coup. Donc on a décidé, nous, d'adosser nos monnaies directement au dollar, et le dollar qui était lui-même adossé à l'or. Donc on avait toujours une contrepartie avec la véritable monnaie. Ce qui s'est passé après, pour le coup, c'est que les États-Unis se sont dit, génial, nous, on a la monnaie réserve mondiale, on va pouvoir s'endetter au détriment de tous les autres pays. Donc, on a décidé d'imprimer, jusqu'à un moment donné où ils ont imprimé tellement plus d'argent, ils ont mis tellement plus de dollars en circulation dans le monde entier que ce qu'ils avaient en termes de réserve d'or, que ceux qui avaient énormément de dollars, en commençant par les pays européens ou autres, ont commencé à se dire, tiens, nous, on veut quand même récupérer l'or qu'on a déposé chez eux. Donc, ils ont commencé à renvoyer en masse du dollar. Et à un moment donné, à l'époque, c'était Richard Nixon en 71, ont vu leur réserve d'or qui diminuait énormément. Et s'il n'avait pas mis un stop, en fait, à la fin de la convertibilité du dollar en or, il se serait retrouvé avec un pays presque sans aucune réserve d'or. Donc je pense que d'un côté, c'était un choix stratégique qui pouvait qu'on pouvait concevoir à l'époque, mais néanmoins, à l'époque, on avait une vraie contrepartie. Les monnaies, les devises, l'euro, etc., c'était adossé au dollar qui était lui-même adossé à l'or. Au moment où on a arrêté la convertibilité du dollar en or, en fait, tout était adossé au dollar, et le dollar était adossé à rien du tout. Donc voilà, l'idée derrière le concept d'hyper-bitcoinisation et de l'étalon Bitcoin, c'est de réadosser tout ça par rapport à du Bitcoin. Ce qui a permis de fonctionner avec l'étalon or, c'est qu'on ne savait pas vraiment les réserves qu'avaient ces pays-là. Tu vois, genre les États-Unis, la Russie, etc. Si aujourd'hui, on est capable de dire, tiens, les États-Unis, je sais pas, ils ont 3000 bitcoins, la Chine, elle en a 59 000. Je sais pas, je me dis d'un point de vue géopolitique, etc., ça pose tout un tas de soucis, tu vois. Bon, je suis pas spécialiste en géopolitique, je laisserai des gens peut-être dans les commentaires nous corriger si on se trompe, mais à court terme, je suis comme toi, c'est pas un scénariste privilégié, quoi. Oui, puis là, ces arguments-là que tu viens de citer, au final, ça renforce mon idée qu'ils ont aucun intérêt à le faire, vu les limitations que ça leur imposerait, et vu aussi la transparence innée de Bitcoin, par exemple. C'est de pouvoir auditer les réserves et se rendre compte qu'un pays est en train de pratiquer une inflation, de complètement décorréler son ratio d'impression monétaire par rapport à sa réserve, peut être flag directement à chaque seconde, regarder ce qui se passe en temps réel, et ça, encore une fois, ça les avantage pas. Après, c'est ces pays-là, tu dis qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt à le faire, et on le comprend. Pour les États-Unis, c'est clair qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Mais après, c'est ce que j'ai dit au début, l'image de la chaise musicale. Tu veux pas être le premier, mais tu veux pas être le dernier. Et si là où en tout cas, je pense que notre vision pourrait être amenée à changer, c'est si demain, tu as une banque centrale, je sais pas, d'un pays, peu importe, un pays en voie de développement ou autre,
qui dit bah nous si on voit clairement l'intérêt et nous on va acheter du Bitcoin, tu vois. Et après ça peut peut-être être vraiment un domino qui commence à tomber. Ah oui, tout à fait. Mais moi je vois que c'est une possibilité et je comprends tout à fait ce scénario. Après, moi, juste pour l'instant, je vois pas ça probable. Mais je suis d'accord avec toi que s'il y a d'autres pays d'importance, voilà, avec une importance un peu plus majeure, un poids un peu plus important sur la scène internationale, franchit le pas. Parce qu'il faut dire que El Salvador, pour l'instant, voilà, sur la scène internationale, ils n'ont pas un poids très important. C'est vu un peu comme un ovni, pays d'Amérique latine qui décide de faire une innovation. Mais pour l'instant, à mon sens, il n'y a pas plus que ça. Après, par contre, effectivement, s'il y a une banque centrale d'un pays voilà, au sein d'une communauté ou un pays un peu plus important, par exemple au sein de l'Union européenne ou les États-Unis, le Canada, l'Australie, voilà, un pays avec un poids un peu plus important sur la scène géopolitique décide de sauter le pas, là effectivement on peut voir un retournement une probabilité de ce scénario arriver qui peut être largement incrémenté. Après, voilà, à voir si ça va arriver, à voir s'il n'y a pas des garde-fous, s'ils vont pas avoir des discussions, voilà, ils peuvent reculer aussi sur leur projet parce qu'il va y avoir à mon avis, une levée de bouclier de la part des autres banques centrales. Donc bon, à voir. Et après, tu as aussi un scénario qui est poussé par pas mal de personnes que tu as peut-être suivi aussi sur Internet, mais il y en a certains qui disent aussi que bon, il y a très peu de probabilité que les banques centrales achètent du Bitcoin, en tout cas à l'état actuel. Par contre, elles ont déjà dans leurs réserves de l'or. Ça, c'est acté, elles en ont toutes. Et certains disent que bon, pareil, c'est pas une question de si, mais c'est une question de quand pour les crypto-monnaies de banque centrale. Et que derrière, les crypto-monnaies de banque centrale, pour certaines, pourraient être adossées à de l'or, à leurs réserves d'or. Et c'est pour ça que la Chine, là, ça fait quand même quelques années qu'ils achètent en masse énormément d'or. Leur crypto-yuan, je crois qu'il est déjà même disponible. Et certains supposent qu'on pourrait avoir l'émergence d'une première crypto-monnaie de banque centrale qui serait adossée à de l'or. Et tu vois, ça, je le conçois plus parce que, bon, historiquement, on l'a connu et il y a toujours un côté un peu privacy, tu vois, on est capable de cacher les réserves qu'on a et donc il y a toujours le côté dissuasion, tu vois. Moi, j'ai peut-être plus de réserves que toi, mais en fait, tu le sais pas. C'est un peu comme l'arme nucléaire, tu vois, c'est la dissuasion. Tu m'attaques, je t'attaque, donc en fait, on s'attaque pas parce qu'on pourrait mutuellement se détruire. Et je pense que, tu vois, ça je le conçois plus. Mais et je pense que si demain on passe sur le concept d'étalon Bitcoin avec une banque centrale qui l'achète, ça se fera pas dans des pays comme la Russie ou la Chine ou même l'Europe ou les États-Unis. Je pense que ça partira un peu comme le Salvador sur un petit pays, tu vois, un petit pays, un petit truc qui se fera par test, par expérience. Et là après, ça peut très très vite s'accélérer, quoi. Si jamais ça fonctionne, si jamais il y a des levées de boucliers comme tu dis, mais si jamais on a une révolution monétaire aussi importante que ça. Ma conviction aussi, c'est que ça se fera pas sans conflit, tu vois. Parce que comme à chaque fois, quand tu as un pays qui a une superpuissance, Ray Dalio, il en parle dans son livre Principle, et puis il a fait toute une vidéo sur YouTube où il parle des cycles. Et il explique notamment que à chaque fois qu'il y a la naissance d'un empire et puis la chute d'un empire, il y en a toujours un autre qui prend le dessus. Et à chaque fois, quand il y a les deux qui se croisent, il y a un conflit, quoi, entre les deux, tu vois. Et moi, je pense que ça sera pareil, tu vois. Le scénario qui est poussé par Ray Dalio, c'est la chute de l'empire des États-Unis avec la naissance d'un nouvel empire qui serait la Chine, en fait. Et du coup, voilà, le conflit qui serait entre les deux, est-ce que ça serait un conflit militaire? Est-ce que ça serait un conflit idéologique? Est-ce que ça serait... Voilà, je suis absolument pas spécialiste là-dedans, mais en tout cas, c'est des scénarios qui sont poussés par des gens comme Ray Dalio, quoi. Tout à fait. Après moi, sur la théorie, voilà, sur l'augmentation de réserves de valeur en or de la Chine, de la Russie, bon, il y a des preuves, voilà, qui nous montrent que ces pays-là accumulent beaucoup d'or. Après, je suis pas sûr que ce soit pour faire pour backer une crypto d'État. Je pense que c'est plus dans le cas d'un reset économique. Ils se sont rendus compte que par le passé, voilà, l'or, ça jouait un rôle très important jusqu'à présent. Voilà, c'est au final le système financier qu'on connaît, qui nous semble inné depuis qu'on est né, c'est très récent. Voilà, depuis 1971, et ça s'est accéléré dans les 10, depuis 40-50 ans, mais au final, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans l'histoire de l'humanité, et c'est un peu une parenthèse et une exception. Donc, ces pays, à mon avis, ils ont très bien compris le rôle de l'or à jouer là-dedans, et le fait d'avoir des grosses réserves d'or, et c'est aussi la théorie des gold bugs, parce qu'ils ne voient pas forcément un étalon Bitcoin plus un étalon or, et c'est plus de se dire que ces pays accumulent des réserves d'or importantes pour, si jamais et ou quand
viendra un reset du système monétaire ou trouver un nouvel ordre mondial pour le système financier, voilà, remettre les choses un peu à plat parce qu'il va bien falloir que ça arrive d'une manière ou d'une autre. C'est juste d'avoir un plus gros poids à la table des négociations. Arriver, de dire, moi, la dernière fois que ça s'est fait, moi, j'avais 5% de réserve d'or mondiale. Maintenant, j'arrive avec 30-40%. Ouais, il va falloir m'écouter un petit peu plus et me tenir en compte dans la décision. Ouais, puis on sait que c'est ça qui Voilà. va garder de la valeur, quoi, pour le coup. Donc, oui, possible. Donc, on va peut-être pas continuer plus longtemps parce que voilà, la vidéo est déjà assez longue. C'est un peu loin du sujet de l'adoption de Bitcoin, mais je pense que ça peut être intéressant aussi. Donc, mais si ça vous intéresse d'avoir d'autres contenus, on échange librement avec des personnes qui sont pas forcément expertes, mais qui s'intéressent fortement au domaine. Avec voilà, on partage des théories, des idées, voir ce qu'on en pense. N'hésitez pas à vous dire aussi si selon vous on a fait des erreurs ou s'il y avait des opinions divergentes en commentaire. Donc voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de contenu dans ce style-là. Et après, si l'investissement de manière un peu plus générale, ce type de contenu aussi et la partie plus business en ligne vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Thibaut. Donc je mettrai le lien en commentaire. Il publie plein de contenu régulièrement, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et du coup, on vous laisse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Salut à tous.